Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e épisode d'Azure Newscast. Eh oui, déjà le 5e, qui l'eût cru? On tient bon, toujours avec la même équipe de choc. Bonjour messieurs. Bonjour Bonjour Alex. Alex, bonjour toutes et à tous. Bon, content de vous retrouver là pour un 5e épisode. Alors cette fois-ci avec un format plus classique que le précédent, hein. Le précédent, on a fait une interview exclusive d'un partenaire, à savoir Cégide, qui nous a partagé un petit peu ses retours. Donc je vous invite à voir les autres épisodes, c'est toujours sympa. Cette fois-ci, retour à notre format bien classique, une première séquence de news. Donc on va décortiquer l'actualité pour vous, essayer d'extraire vraiment les choses intéressantes et de décoder un petit peu qu'est-ce que ça signifie pour notre quotidien. Et puis ensuite, eh bien, un dossier. On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans un sujet donné. Et je ne dis rien pour garder un petit peu le suspense. Mais quel suspense Alex. Allez, on attaque, comme d'habitude, on rentre dans le changelog, github.com/azure/aks/release. Et puis, alors, quelles sont les grosses nouveautés? Alors, première nouveauté qui n'en est pas vraiment une, plutôt une annonce, effectivement. Nous enregistrons aujourd'hui au 14 avril. Fin du mois de mars, on a déprécié Kubernetes 1.17 dans AKS, donc la version minimale désormais est la 1.18. Et si vous avez encore des 1.17, vous êtes très fortement encouragé à rapidement faire une montée de version avant de ne plus pouvoir le faire. Deuxième chose, dans les Eh choses à oui. retenir, Alex? Donc les CSI drivers vont devenir une option par défaut dès que la version 1.21 de Kubernetes sera mise à disposition d'Azure. Donc ça va se faire de façon totalement transparente. Aujourd'hui, on est capable de les activer, mais il faut le faire de façon intentionnelle. Il faut le demander. Là, ça se fera par défaut. Normalement, l'impact est relativement négligeable. Mais bon, c'est bon à savoir que l'infrastructure et la façon dont nous mettons Kubernetes à disposition au travers des KS évolue et suit finalement les bonnes pratiques et les évolutions en général. Rappelons que les CSI drivers ne sont pas réservés qu'aux experts. Les Container Storage Interface, effectivement, sont les remplaçants des drivers built-in in-house qu'on avait dans AKS. Et là, ça devient des drivers généralisés, quels que soient les clusters. Là, c'est les drivers qui vont permettre d'exposer notamment les Azure Disk et les Azure Files directement dans Kubernetes. Complètement. Alors, quoi d'autre dans les petites nouveautés? Ah, si, ça c'est intéressant dans les nouvelles fonctionnalités. On a l'arrivée d'Azure Container Instance qui arrive désormais dans différentes régions, dont la France, Cocorico, enfin. Du coup, on va pouvoir faire des virtual kubelets dans nos clusters AKS et donc exposer l'Azure Container Instance comme un virtual node sur vos clusters qui seront instanciés en France centrale. Alors, peut-être plus sexy pour d'autres, n'est-ce pas Alex? Ah bah carrément. Là, par contre, ça me parle. Là, on parle d'OMS. Donc OMS, D'OSM. c'est un D'OSM. OSM, pardon. Ouais, alors, attendez, il faut quand même que je livre quelque chose. J'ai été influencé par quelqu'un qui ne cesse de dire OMS, parce que lui-même influencé par un passé qu'il n'arrive pas à renier d'ailleurs, hein. Et donc voilà, donc là on parle OSM. OSM, donc projet de Microsoft qui vise à créer finalement une couche logicielle pour gérer le service mesh dans Kubernetes. Donc en l'occurrence OSM, Open Service Mesh, donc un nom déjà assez accueillant en soi. Là, l'intérêt, c'est que Microsoft fait en sorte de le mettre à disposition des utilisateurs d'AKS en créant un add-on. Donc ça veut dire que c'est hyper simple à mettre en place. J'ai juste à dire, quand je déploie mon cluster AKS, eh bien, je voudrais l'add-on OSM. Et pour le coup, bah, ça veut dire que c'est parfaitement intégré, que c'est pris en compte par le support et que l'expérience out of the box est optimale. Et que la mise à jour est Alors, automatique. La mise à jour est ah oui, automatique. Voilà. on le fait pour nous, ça, ce qui est plutôt sympa. Alors, petite, quand même, je prends juste 30 secondes pour préciser que OSM est un projet, je dirais, est porté à l'origine par Microsoft, mais totalement open source et dans le cadre du CNCF. Donc, c'est plutôt une très bonne chose puisque ça fait avancer l'ensemble de la communauté. Deux faits notables sur ce projet.
La première, c'est que un de ses objectifs, c'est de pousser au respect d'un standard qui a été proposé qui s'appelle SMI, qui vise, lui, à standardiser l'approche du service mesh. Aujourd'hui, si vous avez une expérience sur Linkerd, par exemple, et que vous souhaitez passer sur un Istio, bah, vous verrez que ça ne parle pas du tout le même langage. Vous allez être obligé de réécrire l'ensemble des YAML que vous avez fait. Là, avec SMI, bah, c'est un petit peu comme ce qui a été fait sur l'Ingress. Vous avez un tronc commun qui définit en gros ce que doit faire un service mesh, et puis la possibilité quand même de l'étendre, puisque ça laissera un petit peu de créativité et de possibilité de faire mieux à chacun. Donc c'est d'une pierre deux coups, on standardise les choses et on a une implémentation qui est sympathique. À noter que ça repose sur un autre projet hyper sympathique qui s'appelle Envoy. Donc c'est le même que celui d'Istio notamment. Donc je pense qu'on va se fendre d'une petite session. Faites-nous votre feedback là-dessus si la notion de service mesh vous intéresse. Et nous, on se sentirait bien une petite session là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant quand on travaille dans Kubernetes et donc d'autant plus dans AKS. Exactement. Alors là, on a fait le tour un petit peu du changelog, mais il y a eu d'autres annonces qui sont arrivées par d'autres vecteurs, on va dire, dont notamment le site web des annonces de Microsoft, hein, donc microsoft.com/update, query, puis là j'ai fait un petit filtre sur Kubernetes. Et que voit-on ici arriver de nouveau? Alors on va commencer par le run command, hein, Alex. Ah oui, alors ça c'est... allez, moi je vais dire que c'est ma deuxième fonctionnalité préférée de cette petite session. Donc run command, l'idée c'est d'adresser un problème que vous avez très certainement rencontré lorsque vous avez un cluster AKS et que vous décidez de le rendre privé, c'est-à-dire rattaché à un réseau privé, donc un VNet privé, donc non accessible de l'extérieur. Donc du coup, c'est un peu moins pratique quand on veut lancer des commandes sur notre cluster. On parle bien de l'API serveur, hein, que tu rends L'API privé. serveur, bien sûr, Ouais. tout à fait. Donc lorsqu'on veut lancer des commandes sur le serveur, lorsqu'on veut lui dire, tiens, déploie-moi ceci, ou dans quel état es-tu, etc. Donc on passe par l'API serveur. Cet API serveur étant privé, on n'a pas de prise sur lui de l'extérieur. C'est-à-dire que ça repose sur nous que de créer les conditions pour qu'il soit disponible. Donc là, il y a plusieurs astuces. Mais en l'occurrence, pour le coup, là, on nous donne une pratique qui est hyper intéressante, c'est que je peux utiliser l'Azure CLI, donc du coup la commande AZ, et c'est donc une commande supplémentaire de AZ AKS qui est mise à notre disposition. Donc en l'occurrence, je vais pouvoir faire un petit AZ AKS commande invoke, et derrière, bah, taper la commande que j'aurais souhaité exécuter. Et cette commande s'exécutera comme si j'avais mon cluster directement accessible. Donc, exemple, je peux faire un kubectl et puis toutes les options de kubectl. Et si tu as un fichier, que tu fais un kubectl, apply-f, un nombre de fichiers, comment tu fais pour envoyer le fichier? Eh bien, c'est là que la magie opère d'AZ, c'est que quand même, ils ont bien bossé. La commande est capable d'envoyer les fichiers que j'aurai en local et de les envoyer avec la commande que je souhaite exécuter vers Azure. Et c'est Azure qui va se débrouiller avec les fichiers qu'on lui envoie et les commandes pour les exécuter sur le cluster en question. Et là, du coup, ça va faire doublement plaisir à ceux qui font de l'AKS en mode privé, donc, et qui font également des pipelines automatisés avec une solution de CI/CD comme Azure DevOps, GitHub Action ou autre. Parce qu'actuellement, jusqu'à l'arrivée de cette fonctionnalité, ben, en gros, c'était OK, tu veux prendre un cluster avec l'API en mode privatif, eh bien, il va falloir du coup déployer des self-hosted agents à côté dans le réseau où il y a l'AKS si tu veux pouvoir faire des opérations automatiques. Parce que les agent pools publics tels que ceux de Microsoft ou les runners de GitHub, ben, s'il n'y a pas un API d'AKS qui est disponible, eh ben, ils ne peuvent pas faire déclencher leur pipeline. Et là, du coup, on va pouvoir Complètement. avoir, du coup, dans les pipelines qui vont être exécutés dans des runners publics, des commandes à Z qui, du coup, permettront d'accéder au cluster sans avoir à exposer et utiliser un runner ou un agent local. Ouais, ouais. La vie est belle parfois.
Alors, Nicolas, une nouveauté du côté de la version de Kubernetes, enfin nouveauté, je Euh, sais pas on, en fait. on parlait de la vie est belle. Donc oui, la vie est belle puisqu'on a annoncé la version 1.20 supportée en GA, donc disponibilité commerciale. Sauf que ce n'est qu'une annonce, puisque quand on regarde de manière concrète au niveau des différentes régions Azure, on s'aperçoit que la 1.20.2 est disponible, mais en preview, et qu'on n'a pas de release avant. Donc c'est vrai que je me suis un peu interrogé pourquoi on annonce une GA et puis qu'au final on reste en preview. Ouais. C'est qu'en fait, sur les deux versions mineures, donc la .1 et la .2 de la V1.20, on s'aperçoit qu'il y a eu quelques soucis au niveau du support par Kubernetes. Et là, c'est pas bien par Kubernetes. Des Azure Files, il y a eu quelques soucis de performance. Et je soupçonne fortement que vu que c'est quand même un système de stockage qui est assez fortement utilisé par les déploiements AKS, on a fait le choix de décaler la GA de la 1.20 en attendant la correction de ces soucis. Donc, il y a la 1.20.2 en preview disponible actuellement et je suppose que dans les jours qui viennent, on va passer en GA. Mais vérifiez bien du coup avant de basculer en 1.20, notamment l'impact que ça peut avoir sur vos déplacements. C'est un changement majeur de version. Il y a quelques évolutions dans les API, des fonctions qui ont été deprecated. L'élément majeur à retenir, c'est le retrait du runtime Docker pour exécuter les containers, remplacé par CRI. Alors bien entendu, toutes les images Docker continuent à fonctionner. C'est juste un runtime qui a évolué et les images continuent à être supportées. Voilà, donc il faut retenir la 1.20 toujours en preview à l'heure de l'enregistrement, donc le 15 avril. Elle devrait passer en GA dans les jours qui viennent. Et comme on dit, hein, vraiment, vraiment désolé. Hein. Du coup, toujours sur les mises à jour, un truc qui est également sympa, là qui est en preview pour le coup, qui est la notion de Node Image Auto Upgrade. Donc vous savez que dans les mises à jour sur AKS, il y a en gros 3 niveaux de mise à jour. Il y a les mises à jour dites de sécurité des OS qui tournent au niveau des workers. Ça c'est fait de manière automatisée par la plateforme, toutes les 24 heures les mises à jour sont installées. On a les mises à jour à l'opposé du spectre, on a les mises à jour des versions de Kubernetes, donc que l'applicatif Kubernetes. Ça, tu viens d'en parler, Nicolas, avec notamment la 1.20. Et puis entre les deux, on a également les mises à jour des images, c'est-à-dire en gros l'OS et tout ce qu'il y a à l'intérieur, les librairies, les binaires, qui font tourner les différents workers dans les VM Scale 7 ou les VM si on a choisi un déploiement dit à l'ancienne. Donc ces VM, les images, elles évoluent. Hein. On voit dans le changelog ici que régulièrement, en fait, l'équipe AKS met à disposition, fait des mises à jour de ces images. On retrouve ici la date, le jour, le mois et l'année de l'image. Et si on va cliquer à l'intérieur ici, on a le détail de ce que contient cette image et quelles sont les versions des binaires utilisées. Là, par exemple, ici, c'était moteur mobile. Maintenant, ça va être CRD, effectivement, containerd qui va arriver. Mais vous avez compris le principe, d'accord? Donc ces images, on sait les mettre à jour, se référer le dossier numéro 1 de l'Azure Newscast, on sait les mettre à jour avec une commande de type AZ, AKS, upgrade, le nom du resource group, le nom du cluster, et puis node image only. Mais ça, c'était encore très manuel, alors même si on pouvait l'automatiser avec des pipelines, là pour le coup, on a une fonction qui va arriver d'auto-upgrade en disant si une nouvelle image arrive, automatiquement les nœuds seront mis à jour et donc les nouvelles images seront déployées. Voilà, donc ça c'est la nouveauté. Donc c'est effectivement le Node Image Auto-Upgrade qui arrive en public preview. Qu'avons-nous d'autre d'intéressant? Alors, OSM, on en a parlé. Ah bah si, les comptes Kubernetes locaux d'admin. Nicolas. Voilà, on parlait avec le run invoke des évolutions au niveau de l'exécution de commandes. Il y a une annonce qui a été faite, ça touche à la sécurité. C'est le retrait, la possibilité de retirer l'utilisation de comptes locaux pour accéder à l'API serveur, donc toute l'API d'administration d'un cluster, donc de l'extérieur, bien entendu, fallait s'authentifier. Et jusqu'à présent, on utilisait donc des comptes locaux qui pouvaient être récupérés en faisant le AZ-AKS get credential habituel. Là, dans cette évolution, dans le cadre des clusters sur lesquels on a activé l'intégration avec l'Azure Active Directory, on va pouvoir se passer de comptes locaux pour l'authentification et l'identification quand on souhaite accéder à l'API server et du coup passer par des comptes qui sont dans l'Azure Active Directory, donc clairement identifiés, traqués et gérés dans les règles de sécurité de l'entreprise.
Et je rappelle que dans l'Azure Active Directory, on a des groupes et des rôles préexistants built-in, dont des rôles de Kubernetes admin. Et donc, effectivement, on créera un groupe Azure Active Directory, on affectera, on lui associera ce rôle-là, et puis du coup, après, en mettant les gens à l'intérieur, ceux-là pourront être des administrateurs réellement du cluster, et donc on enlève cette notion de local user. Ça fait presque un pendant à ce qu'on fait depuis 30 ans dans le monde Windows, où effectivement, on essaie de plus gérer les comptes locaux admin, mais d'utiliser des comptes de domaine. C'est une sorte de parallèle que je fais, mais c'est à peu près la même philosophie qu'il y a derrière en tout cas. Côté de la sécurité toujours. Alors c'est ici, voilà. On a annoncé également, alors c'est en JA pour le coup, l'arrivée d'Encryption Host pour AKS. Donc je rappelle que dans AKS, on a des machines virtuelles normales ou dans des VM Scale 7 qui font tourner vos workers, et que donc ces machines virtuelles tournent en fait sur des hyperviseurs, d'accord? Hyperviseur Hyper-V dans nos data centers. Généralement, le stockage associé à ces VM est situé à peu près à 2 endroits. Le premier, c'est dans la fabrique de stockage Azure, sous la forme de disk manage. Donc on va avoir des disques manage pour l'operating system, des disques manage pour la partie data. Et puis, dans toutes les VM d'Azure, vous savez que vous avez des volumes temporaires qui sont volatiles, parce que quand la machine va redémarrer, ils sont perdus. Mais effectivement, ce volume temporaire, il est stocké techniquement sur les disques durs, les SSD des hyperviseurs. D'accord? Donc ils ne sont pas gérés par la fabrique de stockage. Donc, dans la fabrique de stockage, depuis très longtemps, on chiffre at rest avec des clés gérées par Microsoft ou gérées par le client. On chiffre at rest les disques managés. Côté du host, on ne traitait pas aujourd'hui le chiffrement des volumes temporaires. Et puis, vous êtes au courant qu'on est en train de généraliser l'usage de ce qu'on appelle les OS ephemeral disk, c'est-à-dire en gros de dire, finalement, nos workers ici, on n'a pas besoin forcément de les stocker dans un disque manage et de payer ce stockage. En termes de performance, ce serait mieux de l'exécuter localement sur les disques de l'hyperviseur, parce qu'on est vraiment sur du jetable ici, c'est plus un OS avec les composants qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup, si on utilise de l'ephemeral OS disk, on perd le bénéfice de chiffrer at rest, on perdait plutôt le bénéfice de chiffrer at rest ce disque. Donc désormais, on peut chiffrer at rest tout ce qui est stocké sur le stockage local des hyperviseurs. On appelle ça le Hosted Based Encryption, donc basé sur le hot. Et là encore, on va avoir deux options. Soit on laisse Microsoft gérer les clés, donc on aura du SMK, Service Managed Key, soit on choisit de contrôler les clés de chiffrement at rest de ces données qui sont stockées localement dans les hyperviseurs. Voilà. Donc ça, c'est une fonction donc à activer qui est relativement récente. Du coup, oui, parce qu'elle est du 14 et on enregistre et nous sommes le 15. Si, ça, Alex, la prochaine est pour toi. D'ailleurs, ils ont fait une typo ici. Voilà, on va enlever la typo ici, voilà, tac. On termine par une nouveauté bien sympathique qui va toucher un petit peu et à la maintenance de notre cluster et l'approche développeur, on va dire. Donc avec l'intégration d'EventGrid à l'intérieur d'AKS. Donc qu'est-ce que ça signifie? Alors petit rappel, pour ceux qui n'auraient pas eu le loisir de jouer avec EventGrid, EventGrid est un composant dans Azure qui nous permet de faire du pub/sub. En gros, la messagerie sous la forme de je publie un message et puis il est stocké à l'intérieur d'EventGrid et de l'autre côté, je peux m'abonner à certains types de messages et donc recevoir les messages qui m'intéressent. Donc cette approche-là, elle est bien sûr disponible pour ceux qui développent des solutions à l'intérieur d'AKS. Je peux dire que mon application publie des messages du genre tiens, j'ai passé une commande, et de l'autre côté, j'ai un autre composant, un autre container, par exemple, qui sera à l'écoute d'EventGrid pour les messages de type passage de commande et qui décidera de, je sais pas, d'envoyer, faire un process quelconque, d'envoyer un email ou autre. Mais là où ça commence à devenir sympathique, c'est que ce composant-là, qui devient un peu une pierre angulaire dans Azure, c'est vraiment quelque chose qu'on peut intégrer avec plein de services différents vers plein d'autres services différents. Et donc là, c'est Kubernetes, c'est AKS lui-même qui va décider de publier des choses dans un EventGrid. Qu'est-ce qu'il va publier? Eh bien, il va nous publier les informations quant aux montées de version. Il va lui dire, voilà, il y a une nouvelle version disponible pour Kubernetes, ou il y a une nouvelle version disponible pour les images des nœuds de votre cluster.
Et donc, cette information-là, elle est hyper sympa parce que du coup, elle va se retrouver poussée dans un event grid. Et moi, je vais pouvoir m'abonner à ce type de message et les traiter et puis décider de faire des choses avec. Par exemple, garder un historique de ça. Savoir, tiens, quand est-ce qu'il m'a été proposé de changer de version et peut-être de le noter quelque part dans une to-do, dans une gestion de tickets internes ou autre pour dire, tiens, il faut penser à faire la mise à jour de cluster. Mais ça peut être aussi le déclenchement de processus automatiques, de dire, je vais prendre sur moi de, par exemple, recréer un autre pool, redéployer mon contenu dessus, et ainsi de suite. Vous voyez la procédure que décrit savamment par Stan, d'ailleurs, puisque c'est un peu ta spécialité dans la team. Mais voilà, ça nous permet d'avoir finalement une sorte de framework tout fait pour, je dirais, suivre les bonnes pratiques de maintenance de notre cluster. Donc, c'est hyper intéressant. Eh ben, cool. Et donc du coup, alors moi je suis pas un dev, mais EventGrid j'utilise avec Logicap. Ça me sert de déclencheur pour déclencher des workflows derrière, pour valider ou tel truc ou faire des actions automatisées. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle l'arrivée d'EventGrid enfin, avec l'intégration d'AKS. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Ben oui, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité, pas mal. On a tenu. Nicolas, je sais que tu vas nous abandonner parce qu'il te reste un peu de préparation pour Voilà. un événement dont je vais te laisser faire la publicité parce qu'on va mettre le lien. C'est du contenu qui va être publié prochainement, donc on mettra le lien dans la description. Donc je te laisse la main avant de nous quitter, puis avec Alex, ensuite on va prendre la Voilà, gestion du dossier. très rapidement. Donc oui, je vous abandonne pour le dossier entre de bonnes mains. Oui, cet après-midi, j'anime un workshop, un atelier technique sur le développement d'applications cloud natives. Et bien entendu, à un moment ou à un autre, on va parler container, on va parler AKS, on va parler déploiement, Event Grip, Logicat, donc pas mal de thèmes qu'on a vus là. D'un point de vue développeur, donc c'est un workshop pour les développeurs. Donc c'est vrai qu'il me reste un peu de déploiement à faire avant le workshop. Ce sera co-animé avec un de nos collègues, Eric Vernier. Et c'est un très bon complément pour les développeurs qui souhaitent aller un peu plus loin dans le développement d'appli cloud native. Voilà. Donc on attend ton lien parce que ce sera enregistré et on le publiera, on le mettra dans la description. Voilà. Eh bien écoute, bon courage Nicolas. Et puis Alex, on va lancer. Quel va être le dossier du jour, Alex? Eh bien, Stan, le dossier du jour sera un dossier plein de problèmes. Ah. Eh oui, parce que forcément, dans nos métiers, une partie du job consiste à faire face à un certain nombre de problématiques. Donc, on s'est dit que la bonne idée, ce serait de créer un dossier qui passe en revue un certain nombre de difficultés qu'on peut rencontrer. Et donc, la session, c'est comment éviter et résoudre les problèmes courants sur Azure Kubernetes Service. Donc, tout un programme. Oui, tout un point. Alors, il y en a des erreurs, des problèmes, mais on va voir qu'effectivement, on va pouvoir un petit peu, peut-être vous faire profiter de nos expériences sur le sujet. Exactement. Et alors, on a été suffisamment prolifique pour, à un moment donné, se dire qu'on pourrait même arriver à écrire un bouquin sur le sujet, parce qu'il y a une source inépuisable de petits glitches, petits problèmes, petites choses à résoudre. Alors, loin de nous d'essayer de décourager qui que ce soit, mais on ne veut pas non plus cacher les choses, on veut être très honnête sur la démarche et dire, voilà, comme n'importe quel composant informatique, on peut se retrouver dans des situations plus ou moins confortables, et le mieux, c'est d'y être préparé, et c'est notre job aujourd'hui que d'essayer de vous préparer à cela. Exactement. Donc, à bientôt pour un bouquin, Stan, du coup. Ouais, puis du coup, comme dans la navigation, on commence avec un navire porte-conteneur petit avant de taper un gros comme celui-ci. Plus c'est gros, plus... Enfin, on en parlera tout à l'heure, ça, voilà. Je ne vais pas rentrer en détail. Du coup, on a fait une compilation, en fait, une compilation, alors qui est vraiment une liste non exhaustive, mais c'est des choses qu'on a rencontrées, on va dire de manière assez régulière ou de manière ponctuelle parfois sur certains cas, chez des partenaires ou chez des clients finaux de Microsoft. Donc, on va prendre, on s'est fait une petite liste, un petit florilège de quelques problèmes qu'on a pu voir, effectivement. On va les expliquer et puis également essayer de faire des propositions derrière. De choses qu'il faut faire, en fait, de bonnes pratiques, pour ne pas en fait avoir à vivre ça un jour ou à le revivre si on l'a déjà eu. Voilà. Alors, on est d'accord, c'est pas le top des problèmes. On n'a pas pris les problèmes les plus courants. C'est ceux qui nous sont venus quand on s'est posé la question de dire tiens, lesquels on partagerait. On a dit tiens, là, ça vous donne un point de vue avec des problèmes assez différents et assez intéressants.
Et là encore, si vous avez eu d'autres problèmes ou si vous avez envie de faire des retours là-dessus, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ou à nous contacter en direct, hein. Là, on pourra refaire ce type de dossier par la suite, parce que forcément, hein, le produit évoluant, Kubernetes évoluant également, et puis voilà, l'expérience et le déploiement des solutions se font de plus en plus. On devrait avoir d'autres problèmes, hein. Normalement, on est un métier à problème, hein, comme on dit. On va faire le premier cas. Le premier cas, il est relativement simple celui-ci, c'est je traite mes clusters comme des machines Windows. Alors, venant de la part d'un mec qui est depuis longtemps chez Microsoft, c'est rigolo, mais donc c'est l'approche que j'appelle dite à l'ancienne, où le but est de se dire je déploie, ça marche, et donc je ne touche plus à rien parce que surtout ça marche. Et après, je peux être fier de dire j'ai un uptime super long. Alors, pour le coup, là, c'est même pas pour l'illustration, c'est même pas une capture d'écran d'un Windows, c'est un netware qui tournait depuis 6030 jours. Mais en gros, l'idée, c'est effectivement, on a buildé un truc, on l'a lancé, et puis tant que ça fonctionne, on n'y touche surtout pas parce que ça fonctionne. D'accord. Donc, ne pas y toucher, c'est-à-dire également ne pas le patcher, éventuellement ne pas le surveiller, mais c'est surtout ne pas le patcher. C'est-à-dire, non, mais le patch, c'est pour les newbies, là, le truc qui tourne, touche à rien. Oui, puis c'est pas comme si on était connecté à Internet. Effectivement, et on le dit parfois, patcher, c'est douter. Moi, dans mon cas, je suis sûr de moi. Voilà. Quand ça commence à déconner, alors qu'on est un client final, on va faire appel à un partenaire à rescousse, d'accord? Donc ça peut être un partenaire au sein, enfin, ça peut être un partenaire au sein de l'équipe, mais ça peut être un partenaire au sens partenaire de l'éditeur, donc un partenaire de Microsoft. Ça peut être également carrément on appelle Microsoft, parce que là vraiment le truc est parti en cacahuète. Donc ça c'est des choses qu'on a vues. Où effectivement, on est en train de discuter de la notion de patch dans des clusters Kubernetes. Et là, il y a le gars dans la salle qui vous dit dites, là, j'ai une question. Là, alors, j'ai un cluster, j'ai un client qui a un problème. Et là, ils nous ont demandé de regarder. Et en fait, ça ressemble à ce que vous nous racontez. Malheureusement, c'est en général quand cette question elle arrive, c'est qu'en fait, le cluster est déjà rentré dans la zone dite de l'abysse ou la zone abyssale. Qu'est-ce donc que cela? Eh bien, en fait. C'est un truc en THX, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, sans THX. Voilà, là, tu le prends bien dans les oreilles. Mais comme on l'a vu dans le premier épisode de la Zone Newscast, et donc là, on détaillera, allez voir le détail si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Mais globalement, effectivement, le projet Kubernetes évolue d'une version tous les 3 mois. On est actuellement, aujourd'hui, à la date de l'enregistrement, sur la 1.21 qui vient de sortir. Et puis, du côté AKS, effectivement, on supporte une version de JA plus de mineurs. Donc, on est en décalé N-1 par rapport au projet Kubernetes. Donc aujourd'hui, on devrait être en 1.20, 1.19 et 1.18 en termes de versions supportées. Donc ça veut dire que si on est sur une version 1.17 aujourd'hui, il faut passer rapidement en 1.18 parce que les montées de version dans Kubernetes se font version par version. Je suis en 1.17, pour aller en 1.19, je dois d'abord passer par une 1.18, puis une 1.19, etc. Donc si le fournisseur de cloud dit moi j'arrête mon support aujourd'hui à ma version supportée est à 1.18, la version minimum, ce qui est le cas aujourd'hui en avril 2021. Si vous avez du 1.17, il faut vite en fait faire la montée de version, parce que le jour où on ne supportera plus la 1.18, on ne proposera plus du coup on ne proposera plus la 1.18, et si on a un cluster en 1.17, qu'on veut l'amener sur la minimum 1.19, on ne pourra plus passer par la 1.18. Donc on rentre dans cette fameuse zone de l'abysse où on est sur une version qui est plutôt supportée et on ne peut plus l'upgrader. Donc là, la seule chose à faire, c'est effectivement de redéployer un nouveau cluster et de redéployer tous les workloads. Si c'est du workload stateless, cool. Si c'est du stateful, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Donc voilà, ça c'est tout ce que je racontais. On supporte 3 versions mineures, la dernière en JA, plus 2 versions antérieures. Donc en gros, on est aligné au calendrier de Kubernetes à -1. Et si vous voulez savoir à un instant T quelles sont les versions disponibles et les montées de versions possibles, là encore, vous faites un AZ AKS, get version, le nom de votre région, et vous aurez la liste ici avec les chemins pour migrer. Par exemple, de la version 1.17, on peut aller au maximum en 1.18.14, 1.18.14 au maximum en 1.19.7, 1.19.7, on peut aller en 1.20, 22 ou 23 aujourd'hui. Ce calendrier, il est officiel en fait, et c'est le calendrier, alors il y a le calendrier de Kubernetes du projet, que vous pouvez voir ici par la page Wikipédia ou sur kubernetes.io, ou sur le GitHub de Kubernetes, tout simplement. Et puis sur la page de Microsoft également, on vous mettra le lien en commentaire ou dans l'article, et bien vous avez toutes les versions avec le calendrier derrière, voilà, tout simplement. Stratégie de mise à jour, donc on doit avoir, ça c'est obligatoire, c'est quand on fait du Kubernetes, on doit mettre à jour. Donc on ne doit pas être dans cette approche à l'ancienne, j'y touche pas, ça marche, c'est bon. Ça va vite en fait s'effondrer en fait, très rapidement. En tout cas, c'est ce que nous a montré l'histoire.
Donc stratégie de mise en place, soit je fais un upgrade effectivement de mon cluster qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille. On reparlera de la taille tout à l'heure parce que la taille a une importance. Sinon, on peut faire également des stratégies vert bleu en disant je crée un nouveau node pool qui est la nouvelle version. Donc je mets d'abord à jour mon control plane, je fais un nouveau node pool, nouvelle version, je redéploie mes applications dessus et je détruis l'ancien node pool et je change avec les labels selector les flux réseau. Soit carrément, on gère les clusters comme du jetable, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'affectif en cluster, on crée un nouveau cluster à côté, on redéploie dessus, et puis après, on switch le réseau pour envoyer le nouveau flux dans le nouveau cluster. Voilà. Donc là encore, plus de détails, regardez l'épisode numéro 1 de The Newscast, j'avais détaillé ça en long, en large et en travers. Et puis, retenez également qu'on a désormais des mécaniques de cluster automatique, de mise à jour automatique, qu'on peut mettre en place alors sur différents channels. Moi, j'encourage de le mettre au moins en place sur le channel de type patch, parce que là, du coup, les versions mineures vont être upgradées de manière automatique. Ça, c'est bien pour la sécurité. Donc, vous voyez, si par exemple, si j'ai une 1.7.7, automatiquement, il va m'envoyer le upgrade s'il y a une 1.7.9 qui arrive ou 1.7.8, automatiquement, le cluster sera upgradé. Le faire sur le stable, c'est pas une très bonne idée parce que là, ça voudrait dire que si je suis en 1.17.7 et qu'il y a une 1.18 qui arrive, qu'il y a un décalage, automatiquement, il fait la montée de version. Là encore, on peut avoir des breaking change dans Kubernetes. Donc, si vous utilisez cette fonctionnalité-là automatique, plutôt la faire sur les environnements hors production, histoire d'avoir des environnements à jour et puis après de vérifier que ça marche bien. Et après, vous le faites manuellement ou vous le déclenchez dans la prod. Et puis, si vous êtes vraiment des joueurs ou des gens qui ont très confiance et vous ne doutez pas, eh bien, vous pouvez mettre un mode rapide qui vous mettra sur la dernière version de la dernière release. Voilà. Donc ça peut s'activer. Soit vous créez votre cluster en activant, en mettant la fonctionnalité. Alors, elle n'est pas disponible dans l'interface graphique aujourd'hui, dans la UI. Soit vous pouvez prendre un cluster existant et là encore activer l'auto-upgrade dessus. Voilà. Actuellement, c'est en preview, donc ne le faites pas sur la prod. Et ça, c'est bien. Et ça fonctionne normalement presque tout le temps, les montées de version, sauf quand il y a des problèmes, parce qu'on est là pour parler de problèmes, Alex. Et effectivement, on a un problème quand le déploiement ne fonctionne plus ou les nœuds ne sont pas mis à jour, le contrôle plane HS. Ouais, il peut y avoir des effets de bord des fois. C'est pour ça qu'effectivement, il faut toujours tester dans des environnements hors prod avant de le faire réellement sur la prod. Et les environnements de prod devront être à peu près ISO fonctionnels ou ISO périmètre en termes de montée de version. D'accord ? Donc attention, voilà, ça peut arriver. Donc d'où l'intérêt d'avoir les stratégies vert bleu qu'on a expliqué tout à l'heure. Voilà. Ouais, moi ça m'est arrivé aussi. Oui, ça peut. Je confirme. Ça peut arriver qu'un cluster. Et c'est assez surprenant d'avoir un cluster dont tous les nœuds ne sont pas à jour et on se retrouve dans une situation un petit peu étonnante. Donc là encore, faut pas se poser de questions. Si vous avez un moment un cluster qui se met mal à jour, vous ouvrez un appel au support, tout simplement. D'accord ? Ça relève plus du bug du service manager que forcément de votre problème à vous. D'accord ? Pour les applicatifs à l'intérieur, là, ça relève complètement de votre responsabilité. L'applicatif, on n'en est pas responsable en tant que fournisseur de cloud. Donc c'est à vous de reprendre vos manifestes, de vérifier qu'il n'y a pas de soucis au niveau des annotations, etc., que vous avez bien les bons niveaux d'API, etc. Mais pour la partie qui est purement infrastructure, là, c'est le taf du fournisseur de cloud, donc c'est ouvrir un appel au support. D'accord ? Ensuite, il faut également séparer. Donc là, on a parlé de l'upgrade de la version de Kubernetes, il y a l'upgrade des Node OS, et c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, on peut faire la même commande, AZAKS upgrade nom du resource group, nom du cluster, mais quand on rajoute l'option derrière -node image only, voilà, sur un cluster ou sur notre pool, et bien là, ça va faire un remplacement de l'image avec les binaires. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs dans l'actualité. Et donc, ça me permet de rappeler qu'effectivement, désormais, on vient de mettre en preview une fonction auto-upgrade des images. Donc ça, c'est pas la mise à jour de Kubernetes, c'est la mise à jour des operating systems et des librairies et de ce qu'il y a dessus qui tournent dans votre cluster. Voilà. Donc, recommandation pour les mises à jour de tout ça. Mettre à jour Kubernetes régulièrement, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Attendez pas d'être le dos au mur pour vous dire, OK, alors je vais mettre dos au mur, je vais faire une montée de version d'une seule version, et puis dans 3 mois, je serai à nouveau dos au mur. C'est jamais agréable d'être toujours dos au mur, en fait. Donc, vaut mieux, en fait, être dans une stratégie où on essaie d'être à la version de JA, la dernière version de JA, ou l'avant-dernière, que d'être vraiment sur la dernière, où là, du coup, on n'a plus de marge de manœuvre. Voilà. Tester dans des environnements hors production, je l'ai dit, je le répète, c'est un comique de répétition et j'insiste dessus. On crée des clusters et des nouvelles versions, on reteste ces workloads dessus, on met à jour ces manifestes ou ces charts Helm, parce que là du coup le changelog de Kubernetes devient votre ami, enfin presque un ami, parce que quand on voit des fois toute la lecture qu'il y a, ça peut faire un peu peur, et c'est un boulot à part entière qu'on doit compter dans son activité, parce qu'effectivement, on peut se retrouver à utiliser les charts Helm qui faisaient super bien le travail,
puis on fait une montée de version, puis là, ça commence à vous cracher des messages d'erreur en disant: «Ouais, mais le chart Helm, là, en fait, il appelle des annotations ou des trucs, des API, bah, elles sont plus en bêta, elles sont stable maintenant, elles sont plus en alpha, elles sont en bêta», et cetera. Donc là encore, hein, on passe du temps, on automatise plein de choses avec Kubernetes et on passe plein de temps à faire du YAML et à maintenir à jour tout ça. Puis Et à noter que les chart Helm, il y a ceux qu'on crée soi, sur ouais, lesquels on a la maîtrise. Et donc là, on peut dire, voilà, je peux aligner finalement mon effort de mise à jour des clusters, des nodes et de ma propre production. Mais par contre, pour tous les charts qui sont des charts tiers, bah, il faut s'assurer qu'eux-mêmes soient tout le temps bien à jour ouais. et qu'on ne repose pas sur, qu'on n'ait pas des dépendances qui, elles, soient un petit peu à la traîne. Donc il y a un petit travail là-dessus. Là encore, c'est un peu comme les images de containers, on peut aller taper, tout et n'importe quoi, mais si on n'est pas sûr du maintien derrière, et du support, par la personne qui l'a fait, vaut mieux le faire soi-même. Ouais, Donc, danger. Chart Helm, faut vous appuyer sur des entre guillemets «des éditeurs» dont c'est le boulot, et cetera. Je pense à Bitnami, et cetera, qui font bien le support ou les Chart Helm officiels de chacun des éditeurs logiciels ou des gens qui font la solution. Les trucs un peu alternatifs, bon, bah, faut toujours y faire gaffe, hein. C'est partout pareil, hein, c'est la même chose quand vous allez, Ouais. prendre des GitHub Actions dans un workflow Git, quand vous allez prendre des tasks dans un Azure DevOps, et cetera, et cetera. On prend également une stratégie de mise à jour qui est adaptée au workload, c'est-à-dire que, stateful versus stateless. Là encore, la stratégie de mise à jour dont j'ai parlé, de faire du in place ou du vert bleu, dans le cluster ou directement cluster par cluster, ça va dépendre du niveau de maturité de l'équipe. Dans tous les cas, si on a du stateful, prévoir les backups, hein, d'accord, hein. L'objectif qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, plus on sera à l'aise et plus on aura testé notre procédure et nos mécaniques et nos tests, plus on pourra arriver à faire de l'auto-upgrade par la suite. Mais n'oubliez pas, prévoir les backups. Alors, il y a plein de solutions pour faire du backup de workload en stateful. Il y a des choses open source comme Velero du côté de chez VMware Tenzu. Il y a Casting du côté de Vim, puis il y en a d'autres. Et puis probablement qu'on devrait, enfin je crois qu'on a une bêta qui est une preview qui est privée aujourd'hui, d'intégrer ça avec Azure Backup également. Pour l'instant, c'est pas le cas, ça n'est pas encore arrivé publiquement en tout cas. Mais voilà, c'est des choses auxquelles on pense, auxquelles tous les fournisseurs de cloud vont penser pour rendre le service le plus managé possible. Mais prévoyez les backups. Voilà. Kubernetes ne veut pas dire que c'est résilient et que les backups ne sont pas nécessaires. Ah, problème numéro 2, j'aime mon service principal. Donc je rappelle qu'un service principal est une identité dans Azure et que cette identité va servir à plein de choses pour votre cluster. Et du coup, bah, des fois, on a vu des cas où un service principal était créé et c'était le même qui était utilisé partout, sur tous les clusters. Et c'était cool parce que comme ça, les personnes disaient, bah là, ouais, dans mon Azure AD, c'est propre, j'en ai un seul service principal, je sais à quoi il sert à tous mes clusters Kubernetes. Sauf que un service principal, en fait, il est composé de 4 éléments, hein. Il est composé de l'ID du tenant, donc de l'ID de l'Azure Active Directory, de l'ID de l'abonnement Azure, un ID applicatif unique, et puis un secret. Et ce secret, en fait, quand on crée le service principal, le secret, il peut avoir il y a 3 options, entre guillemets, dans sa vie. Soit on dit que c'est un secret qui expire au bout de 1 an, soit un secret qui expire au bout de 2 ans, soit un secret qui n'expire jamais. Alors le jamais, on va dire, c'est pas bien pour la sécurité. C'est comme un mot de passe, un secret, hein, donc on va pas lui donner une durée de vie limitée. Donc on va lui donner 1 an ou 2 ans. Sauf qu'en général, quand le service principal il est créé par des gens qui ne sont pas forcément là dans 1 an ou dans 2 ans. Ou alors simplement, il n'y a pas de process qui est de dire on va surveiller en fait les expirations prochaines des secrets des services principaux pour les renouveler, faire une rotation derrière. D'accord ? Alors ce type de rotation, on peut le faire avec certaines mécaniques, avec des solutions comme Vault, HashiCorp, etc. Mais globalement, un service principal, il ne faut pas le créer et l'oublier. Parce qu'à un moment, va arriver le jour de l'expiration. Et le jour de l'expiration, bah, le drame arrive ici. Parce que si le secret expire, eh bien, il y a plein de choses qui ne vont plus fonctionner. Je rappelle que le service principal, il est utilisé par le cluster Kubernetes, notamment pour, par exemple, quand vous allez créer un service, un load balancer externe, c'est le service principal, c'est grâce au service principal que le cluster a le droit d'aller créer dans l'abonnement Azure une IP publique, voire un load balancer. C'est le service principal qui est utilisé également pour aller provisionner du stockage. Donc, quand le service principal il est expiré, eh ben, en gros, il ne fonctionne plus. Et donc, du coup, on commence à avoir des phénomènes dans Kubernetes qui font, là, on ne peut plus créer un nouveau PVC, on ne peut plus créer un load balancer. Et puis là, le début des problèmes arrive, quoi. Donc là, on rentre sur la partie phase débugage. Et maintenant, imaginez que ce service principal, il est le même sur plein de clusters. Et ça veut dire que tous les clusters ont le problème au même moment. Et là, du coup, vous démultipliez les emmerdes. Célèbre règle de Murphy.
Donc, première recommandation, on n'utilise pas un seul service principal pour tous ces clusters. On en prend soit plusieurs, soit mieux maintenant, on encourage, d'ailleurs c'est l'option par défaut, d'utiliser ce qu'on appelle un System Assign Managed Identity, qui permet du coup de manière automatisée de créer une identité dite managée dans Azure. Donc, à la différence d'un service principal, en gros, une identité managée est un service principal qui est géré pour vous, c'est-à-dire que la rotation des secrets est faite de manière automatique. Et le cycle de vie également est associé à la ressource. C'est-à-dire que ici, si je supprime mon cluster, il va me supprimer automatiquement l'identité managée. Ce qui n'est pas le cas avec un service principal, où on a le cycle de vie de l'objet AKS, ou VM ou n'importe quoi, et le cycle de vie des objets dans Azure, comme le cluster Kubernetes. Voilà. Donc si je supprime mon cluster Kubernetes avec un service principal, ça supprime le cluster, pas le service principal qui va rester et qui va doucement pourrir l'Azure AD. Alors, s'il vous plaît, oui, si vous vraiment voulez garder le service principal, mais ce qui n'a pas lieu d'être, un seul cluster AKS par SP. Mettre en place du coup un processus de suivi des cycles de vie. Et puis si vous avez déjà des clusters qui tournent, qui sont un peu gros, où il y a déjà des services principal et que vous devez, vous dites ah mince là dans 3 semaines le secret expire, comment je fais pour mettre ça à jour? Donc soit vous recréez un nouveau service principal et vous faites un ZAKS update credential, là vous donnez le nom de votre ressource groupe, le nom de votre cluster, et puis là vous faites un reset service principal avec derrière effectivement les nouvelles informations. Donc ça c'est la même commande qu'on va utiliser soit pour prendre un nouveau SP, soit pour réinitialiser un SP avec un nouveau secret. Attention, l'opération va prendre du temps parce qu'en fait on va venir réinitialiser en fait les informations de sécurité sur chacun des kubelets, de chacun des workers du cluster. Donc c'est comme en fait une mise à jour. On va avoir cette chose-là qui est orchestrée nœud par nœud et donc il peut prendre beaucoup de temps. Là encore ça se prévoit ce genre de choses. Eh bien, on attaque désormais le 3e cas. Mon cluster ne pas supprimé. Alors ça, c'est un cas qu'on a vu un peu moins, mais que moi j'ai déjà eu également et que d'autres ont pu avoir. Alors on crée un cluster et puis à un moment, on veut le supprimer et là, on prend un message d'erreur qui ressemble effectivement à ça, fail to scale de notre pool. Et puis là, impossible de servir la requête, correlation ID. Bon, là, dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est hop, direction la case support request. On ouvre un case de support en disant, là, je ne peux pas supprimer mon cluster. C'est-à-dire qu'il est là, j'essaie de supprimer le resource group, ça ne peut pas, le cluster ça ne veut pas, et potentiellement du coup on peut te facturer en plus sur les VM qui sont associés derrière. Donc ça c'est en général on va vite le régler. Alors là, très rapidement, les échanges après on va dire les premières, les échanges traditionnels de base, tu as bien appuyé sur le bouton supprimer, oui, non, etc. Bon. On arrive vite à la réponse qui commence à dire, le support qui dit, de notre côté, ce qu'on voit nous, c'est qu'a priori, ce serait lié à un network profile qui est associé, il faudrait le supprimer. Donc là, on vous donne une procédure qui est assez générique, hein, donc vous remplissez vos variables, et puis après, vous allez récupérer les nodes dans le resource group, enfin le resource group des nodes. Ensuite, vous essayez de lister derrière les network profiles qui sont disponibles. Et puis, une fois que vous les avez, vous tentez de faire un network profile et vous supprimez le network profile. D'accord ? Et ensuite, vous faites un update de votre VNet. D'accord ? Donc là, c'est ce que j'avais tenté de faire ici. Et puis, donc, j'avais un message erreur qui disait ça ne peut pas se supprimer. Donc là, du coup, hop, retour auprès du support qui dit OK, on va regarder auprès de l'équipe réseau. Et puis ils disent, ok, là, a priori, vos nodes sont bien supprimées, on a réussi à les supprimer. Donc là, vous voyez, c'est un boulot qui a été fait du côté du support, on ne peut pas le faire nous-mêmes quand on a un problème, ça c'est le côté, c'est la limite du modèle du cloud. Hein. Donc là, il dit, ok, là je vois que les nœuds ont bien été supprimés, il est possible qu'il y ait des virtual nodes qui soient toujours là. Alors effectivement, ces cas-là, je les ai eus, je crois que moi j'ai eu 2 fois, et les fois où je les ai vus, c'était au premier cas, c'est quand on utilisait des virtual nodes avec un cluster Kubernetes. Donc le virtual node, je rappelle, on associe l'Azure Container Instance au travers d'un composant qu'on appelle le virtual kubelet à un cluster Kubernetes AKS. Et en fait, le virtual node a besoin d'un network profile. Enfin, il a un network profile, d'accord ? Là, il m'explique, il me dit la carte a bien été supprimée, mais il reste encore supprimé ce fameux network profile. Donc là, du coup, quand on regarde l'interface, on ne le voit pas forcément, sauf si on vient cliquer. J'ai pas de ma souris, voilà. Sauf si on vient cliquer sur ce petit bouton d'interface qui s'appelle le Show Ident Type. Et là, vous voyez une sorte de truc qui s'appelle le VK, blablabla. Et là, on voit qu'effectivement, c'est un network profile. VK pour Virtual Kubelet. Et donc, effectivement, ce composant-là, quand on utilise un virtual node, il est dans la liste, effectivement, dans le resource group où on a toutes les ressources du cluster. Là, du coup, j'avais effectivement des instances de containers qui avaient été déployées via des YAML Kubernetes et qui étaient sur de la CI. Et donc, effectivement, on voit les instances ici. Et là, en fait, ce truc-là, on avait tout supprimé. Donc là, tout le ménage avait été fait. On regarde les ressources groupe, il était vide.
mais on n'arrivait pas à le supprimer encore. Et donc le control plane ne voulait pas se supprimer derrière associé. Et donc en fait, c'était lié à ce truc-là qui était caché ici, qu'on peut du coup aller effectivement supprimer. Donc ça vaut le coup de toujours penser à. On ne pense pas trop souvent à cliquer sur cette coche-là, mais ce composant-là, en tout cas, il est caché. Et maintenant, on va attaquer le cas numéro 4. Cas numéro 4, appelé également je défonce bien les API d'Azure. D'accord. Donc là, phénomène qu'on a vu arriver, qui était probablement un des débugages que j'ai trouvé le plus lent sur des problèmes qu'un de nos partenaires clients avait eu, c'était qu'en fait, il faisait des déploiements et qu'au bout d'un moment, en fait, il commençait à récupérer des erreurs 429. Alors, les erreurs 429, en gros, c'est qu'il y a trop de requêtes qui sont envoyées à l'API Azure Resource Manager. D'accord. Et donc, le message envoyé, c'était ça, effectivement, trop de requests sur la partie VMscale 7. Je rappelle que par défaut, les clusters Kubernetes déploient des VMscale 7. Et le problème arrivait, mais il n'arrivait pas de manière super nette. Et donc, ce partenaire utilisait de l'infra as code pour faire ce déploiement. Alors, il n'utilisait pas pour le coup de l'ARM, il utilisait notre techno, c'était du Terraform. Donc logiquement au départ, quand il y a ce problème-là, ouverture d'un ticket au support, c'est plus compliqué pour le support de gérer en plus des solutions, des frameworks tiers. Et donc le support va avoir tendance naturellement, ça, c'est une méthode du support, tous les supports dans le monde d'ailleurs, de dire oui, c'est pas nos outils, ouais, c'est de votre côté avec vos outils. Bon, là pour le coup, on a travaillé, on connaît un peu Terraform aussi, on a commencé à regarder le code avait été tout à fait normal, était plutôt bien fait. Et effectivement, Terraform appelle les API d'Azure, donc on peut se dire, bon, peut-être que Terraform, il y a un problème dessus, donc tu es bien sur la dernière version, le bon provider. Visiblement, le problème se reproduisait, mais ne se reproduisait pas de manière constante, c'était des fois au bout d'un certain nombre de clusters, des fois pas. Donc première chose, c'était donc c'est compliqué à débugger en fait déjà cette opération-là, parce que si on le combine avec le cas numéro 2, c'est-à-dire le même service principal pour tout le monde, et bien globalement, notre support, qu'est-ce qu'il va voir au niveau d'Azure? Il va voir qu'il y a tant de requêtes qui sont émises à l'API d'Azure RM, qui viennent tous avec une identité donnée. Mais si tous les clusters ont la même identité, ou le même service principal, c'est difficile de dire le problème provient de ce cluster-là ou de ce cluster-là. C'est même impossible d'ailleurs. Donc du coup, là, c'est galère, quoi. D'accord. Donc là, après, il faut essayer de retrouver le problème. Donc toujours éliminer dans les process, de se dire, ok, bon là, ok, j'ai des clusters Kubernetes qui me posent souci, donc déjà je commence à essayer de refaire des déploiements avec des SP séparés, essayer de localiser si effectivement c'est le déploiement en tant que tel qui est générique par l'infra as code qui est pas bon, ou si c'est autre chose. Donc là, dans notre cas, on a commencé à éliminer la partie infra as code, simplement en ayant vérifié l'infra as code, et après en essayant de reproduire le problème sans l'infra as code. Donc en gros, de prendre la ligne de commande Azure, ou simplement le portail, et de créer X cluster, et de voir si on arrive sur ce fameux phénomène de request count. D'accord. Donc là, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, le phénomène se passait quand on crée un cluster Kubernetes. Et ce cluster, le fait de créer ce nouveau cluster, commençait à générer des messages pour tout le monde. Et oui, il faut savoir en fait que l'API serveur ARM, elle est commune à toutes les ressources. Donc même si vous avez un cluster qui commence à déconner et qui génère ce problème, le problème en fait fait que il va impacter l'enveloppe globale de tout le monde. Et donc le problème de limite du throttling va s'appliquer à tout le monde. Et du coup, va commencer à avoir un impact sur les autres ressources. Parce que, je sais pas, un cluster Kubernetes, un autre cluster à côté qui a besoin de créer un persistent volume claim, il va appeler les ressources ARM. Mais il ne pourra pas parce que là encore, le goût d'étranglement, tout le monde bombarde le truc et ça ne marche pas. D'accord. Donc là, le problème, c'est d'arriver à reproduire ça. Donc il y a eu pas mal d'étapes et d'échanges qui ont été faits pour essayer de reproduire le tout. Et là encore, le problème n'était pas forcément permanent et c'était difficile d'arriver à le détecter. D'accord. Je vous passe tout l'historique, ça a pris 2 mois à peu près de faire tous les tests, de retester. Alors je crée ce cluster, au bout de combien de temps ça commence à avoir les problèmes, est-ce que c'est lié à mon applicatif, cluster vide, cluster pas vide, etc. etc. Et la source du fonctionnement ici, alors souvent on avait les réponses du support qui disaient non mais c'est une solution externe, c'est votre monitoring qui pose des problèmes, machin, etc. Là le client était convaincu que c'était pas ça en fait. Il dit mais non mais là c'est quand je crée, j'avais pas de problème jusqu'ici là. Et en fait il s'est avéré que, alors là encore c'est une réponse assez générique de dire vous n'avez pas une solution à côté qui utilise l'API Azure RM et qui fait des choses, ou qui utilise mal enfin qui bombarde la solution.
Et là, pour le coup, en fait, ça finit par être détecté. Alors là, c'est compliqué dans des grosses organisations parce que là encore, séparation des responsabilités. Il y a des fois les gens qui déploient des clusters, les gens qui les administrent, etc. Et souvent, ça peut être fait. On peut avoir plusieurs solutions sur la même abonnement Azure. Et là, le dysfonctionnement qui finalement a été trouvé, en fait, la source de qui bombardait. Et là encore, on en revient au problème de, on prend pas le même service principal pour tout le monde. C'était en fait Prometheus. Donc on avait un Prometheus quelque part qui monitorait des clusters existants et qui monitorait d'autres choses, dont des bases de données NoSQL, donc du Cassandra. Enfin, SQL et NoSQL. Et donc il y avait du Cassandra. Et là, il semblerait en fait, parce que quand ce truc-là a été corrigé, le phénomène n'est plus revenu. Que c'était lié à un problème de Prometheus qui avait en fait une sonde qui allait checker en gros le health check d'une base Cassandra dans Azure, d'accord, qui doit être une base managée probablement. Et il fait le health check avec un service principal pour s'identifier auprès de la base. Et en fait, le health check, il y avait une typo dans le nom. Donc en gros, Prometheus envoyait à faisait une demande pour une ressource dans Azure qui n'existait pas. Et en fait, quand on a une requête qui échoue, on sait qu'il y a différentes patterns dans le monde du cloud native. Est-ce que ça échoue, je refais un essai tout de suite, ou je réessaye X fois et j'attends un peu de temps, ou je fais un circuit breaker et je fais peur, quoi. Là, pour le coup, en fait, le fonctionnement était ça marche pas, putain, je te redemande. Et je redemande, et je redemande. Et en fait, ça faisait une sorte d'escalade, en fait, qui faisait un bombardement permanent, en fait. Et là encore, l'API, le throttling sur la partie Azure RM, et ben vous avez une enveloppe donnée qui est documentée dans la documentation. Donc c'est un nombre de requêtes par, on va dire, par heure, pour faire simple. Et ben quand on dépasse ce nombre-là, on dit stop, non, tu vas attendre que le quota revienne et puis tu repars. Et en fait, le fait de bombarder en permanence comme ça faisait que ça remplissait le quota et puis du coup, tous les autres on avait le phénomène dit de starving. On affamait finalement les autres ressources qui ne pouvaient plus profiter de l'enveloppe parce qu'elle était consommée par un tiers. Voilà. Donc voilà, ça c'est un problème assez tordu, mais là encore, quand le support vous dit, on doit retenir quoi? Quand le support vous dit, il n'y a pas une solution à côté qui appellerait les mêmes API, etc., une supervision, une solution tierce, pensez-y, vous pouvez avoir des solutions qui vont appeler les API, des solutions de costing, des solutions de management tiers, de CMP. Donc tous ces trucs-là, il faut penser et sortir un petit peu de son problème et se dire, est-ce que le problème vient vraiment de mes clusters ou peut-être d'une solution à côté qui en fait vient impacter les ressources utilisées également pour mon cluster. Voilà. C'est une même belle histoire. Allez, le 5e cas, le moniteur de ce qui marche pas. Ça, c'est un problème de planter de bâton. Exactement. Ça, c'est un problème. Alors, c'est pas un problème de saison, puisque là, on va plutôt. Faudra que je trouve un jeu de mots avec la version qui va à la plage. Mais là, pour le coup, c'est un cas assez intéressant qui concerne tout le monde. Donc, tout le monde, à un moment donné, quand on utilise AKS et Kubernetes, on va se dire comment je fais pour monitorer ma solution. Et donc, le grand classique, c'est de se porter sur Prometheus, voire Prometheus plus Grafana. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu le standard de fait. C'est même celui qui est documenté sur les pages officielles du projet Kubernetes. Donc forcément, on est tous tentés de l'utiliser. Donc comment ça se passe ? Eh bien, allez, il y a plusieurs approches, mais j'en prends une assez simple et moderne. Eh bien, je vais déployer Prometheus dans mon cluster à l'aide d'un chart Helm, par exemple. Je peux utiliser même l'opérateur, c'est hyper pratique. Donc voilà, je déploie ça. Donc ça veut dire que à l'intérieur de mon cluster, je vais avoir des pods avec un certain nombre de conteneurs qui vont faire fonctionner Prometheus d'un côté pour la partie service, la partie stockage, l'alert manager, etc. Donc il y a un certain nombre de conteneurs qui vont fonctionner. Le principe de Prometheus, bon, je rappelle très rapidement, hein, c'est une architecture relativement simple, mais complètement géniale, qui est de dire, je vais définir un protocole très simple à implémenter. Globalement, c'est du texte, hein, qui est même compréhensible par l'humain, et faire en sorte que
j'ai des sortes de petits agents, donc qu'on appelle des exporteurs, qui vont aller, qui ont cette capacité à communiquer avec l'objet auquel ils sont dédiés. Donc, par exemple, un Redis. Donc, je vais avoir un exporteur Redis qui sait parler Redis, qui sait ce que Redis est capable d'exposer comme élément, comme métrique, et puis qui, de l'autre côté, exporte cela au format Prometheus. Et puis ensuite, Prometheus, lui, on va lui dire, écoute, il y a des exporteurs là, là et là, va les questionner et récupère leurs informations. Donc, assez simple, hein, ces informations, il les stocke. On est Donc, vraiment sur grâce à ça- du pool ici, hein. C'est-à-dire que en fait, c'est Prometheus Ouais. qui va chercher. On n'est pas sur de l'agent qui envoie en permanence des choses. C'est vraiment du côté des serveurs Prometheus, on choisit en fait ce qu'on veut aller chercher, la cadence de tir. Exactement. On choisit ce qu'on veut chercher, le rythme auquel on veut le chercher, etc., en fonction de la pertinence. Il y a des choses, il faut avoir un suivi plutôt très précis à la seconde, d'autres, la minute suffit, et ainsi de suite. Et donc, ensuite, on peut faire en sorte de pousser les éléments retenus vers l'alert manager, par exemple, pour être averti en cas d'un dépassement de métrique quelconque. Mais surtout, on va avoir envie d'avoir une représentation visuelle intéressante, pertinente, compréhensible et flatteuse pour l'œil. Et pour ça, on va choisir quelque chose comme Grafana. Et là, ça veut dire qu'on va encore déployer un outil supplémentaire avec encore des conteneurs différents à maintenir, avec un petit peu de persistance parce que Grafana a sa propre configuration. Et donc, il faut pouvoir sauvegarder cette configuration. Bref, vous l'aurez compris, pour mettre en place mon monitoring, je vais tout de suite me lancer dans le déploiement d'une sorte d'infrastructure dédiée à ce monitoring. Ouais, mais c'est des containers, donc c'est cool, et c'est dans Kubernetes, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'est vrai. Là, tu as raison. Ça déjà, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on y va tous. Hein. Sauf que c'est pas n'importe quel conteneur parce qu'il y a quand même un peu de persistance. L'historique de Prometheus, il est bien stocké quelque part. Le paramétrage de Grafana aussi. Donc, on n'est pas dans du conteneur qui peut comme ça se redéployer d'un claquement de doigts. Il y a quand même un petit peu de précaution à prendre. Et puis, va se poser la question de la centralisation de votre monitoring. Et de dire, d'accord, mais finalement, là, je monitore très facilement ce qui se passe à l'intérieur de mon cluster. Mais il n'est pas exclu que vous ayez la bonne idée à un moment donné de faire appel à un service managé, par exemple pour une base de données, de dire tiens, c'est vrai que il y a du service sur étagère tout près, il n'y a pas grande valeur ajoutée à le faire dans mon cluster moi-même, donc j'ai pris un service. Ce serait quand même bien de pouvoir monitorer ce service-là à l'intérieur de la même solution. Donc, ça tombe bien. Il est possible de faire en sorte que d'avoir un connecteur, Grafana par exemple, pour pouvoir dire, tiens, cher Grafana, va regarder ce qui se passe dans Azure, accède aux ressources et récupère les métriques en question. C'est super, voilà, ça y est, j'ai résolu le problème, tout est centralisé. Sauf qu'en fait, mon infrastructure peut se complexifier encore un petit peu. Parce que, en l'occurrence, Prometheus n'a pas été conçu pour avoir un historique étendu. Donc, en fait, c'est plutôt de la donnée chaude sur une courte durée. Donc, alors là, ça dépend en fonction de l'activité de ce que vous allez monitorer. Vous pourriez être amené à être limité à quelque chose comme 15 jours, voire même, si vous avez des clusters un peu exigeants, quelques jours, voire quelques heures si vous avez un gros cluster. Donc là, ce n'est pas hyper satisfaisant quand on veut faire du monitoring. Donc du coup, on va aller le compléter avec une solution de stockage, et une qui est assez réputée pour cela, c'est Elasticsearch. Donc on va dire, voilà, Prometheus va faire en sorte, à un moment donné, de pousser ces données dans un Elasticsearch. Donc, génial. C'est du stateful, ça, non? J'ai résolu mon problème. Mais tu as compris que j'avais encore étendu, je dirais, l'importance de mon infrastructure liée au monitoring. Et donc, si on regarde, voilà, là, j'ai donné un exemple, voilà, un Elasticsearch déployé, ça veut dire, en effet, un peu de redondance avec un K-master, parce qu'on est bien d'accord, c'est quelque chose de persistant, là, on est dans du stateful. Sûr. Et puis, alors là, ils ont un service qui est pas mal, qui s'appelle Bit, qui est le Metric Bit, là, qui est vraiment chouette, parce que lui, il va pouvoir notamment
remplacer certains éléments de Prometheus. Donc c'est vraiment chouette. Bon, ok. Sauf que, quand j'ai plusieurs clusters, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai plusieurs clusters, je vais être obligé de multiplier ça. Donc j'ai un facteur, voilà, tout bête, hein, c'est que je vais avoir autant de Prometheus que j'ai de clusters, et puis au-dessus, je vais pouvoir essayer de chapeauter la chose avec un Elasticsearch pour récupérer l'ensemble de mes métriques et avoir une vue globale de mon infrastructure. Donc, du coup, t'as quoi? T'as un cluster Kubernetes pour faire l'admin? Alors, pour faire le monitoring, je pourrais très bien dire, ce Kibana Elasticsearch, je pourrais le mettre dans un autre cluster Kubernetes, en effet. Ouais. Donc là, ça commence à devenir hyper sympathique, parce que forcément, à un moment donné, va se poser la question de mais c'est qui monitore l'infrastructure de monitoring? Parce que là, j'ai créé quand même tout un bazar qu'il faut surveiller et qui est susceptible à un moment donné de plus fonctionner. Or, vous avez en tête que soit Prometheus, soit Grafana, soit Kibana, puisqu'on a vu Kibana, ont des systèmes d'alerting. L'alerting, c'est ce qui me permet d'être au courant qu'il y a un problème. Mais si l'alerting ne fonctionne plus, comment je suis au courant qu'il y a le problème? Donc en fait, on voit bien que ce n'est pas juste des jolis tableaux pour faire joli et des petits graphes pour impressionner, mais c'est aussi ma façon de m'assurer que l'ensemble de ce que je fais tourner dans Kubernetes fonctionne correctement. Et quand je dis l'ensemble, ce n'est pas que mon monitoring, hein. Le monitoring, ce n'est pas une fin en soi. Donc là, problème un petit peu de fait de poule. Et donc, vraisemblablement, on doit réfléchir à ça et ne pas foncer tête baissée dans le premier tuto web qu'on trouve en disant « Ouais, super, ça y est, je suis couvert puisque j'ai mis mon chart Prometheus. » Et encore, si tu l'as, là encore, dans la dernière solution, on a dit qu'on était sur plusieurs clusters, mais effectivement, moi j'ai eu le cas de clients qui disent c'est bon, on a du Prometheus, on a du Grafana, on surveille tout ça. Et du coup, la question c'était et c'est instancié où? C'est dans le cluster. Mais si le cluster, si le cluster a un problème, comment on fait pour avoir les informations et voir qu'il y a un problème? On n'a plus rien. Et là, j'ai senti une sorte de blanc dans la discussion, d'où effectivement la réponse suivante était on va le mettre dans un autre cluster à côté. Et du coup, la question qui a suivi, c'était celle-ci que tu as affichée. Et donc le blanc, il était bienvenu là à ce moment-là, puisque si on a encore la présence d'esprit de se poser la question avant que ça arrive, c'est bien, mais quand le problème arrive, ou est arrivé plutôt, là on est vraiment très très mal. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Déjà, il faut réaliser la valeur de ce qu'est une solution managée pour faire du monitoring. D'accord? Ça veut dire que la persistance des informations, la continuité de service, etc., c'est pas nous. Voilà. Et ça tombe bien parce qu'en fait, sauf si le métier de votre boîte, c'est de faire des solutions de monitoring, normalement, le monitoring, c'est un peu un passage obligé. C'est quelque chose qu'on fait en plus, mais ce n'est pas le cœur de notre application. Donc, une bonne pratique serait à minima d'avoir un certain nombre d'éléments de monitoring qui soient faits par le service manager, donc en l'occurrence Azure Monitor, qui est très bien fait pour ça. Par exemple, monitorer l'état du cluster Kubernetes lui-même, des VM, des services autour de ça et compagnie. Donc c'est quelque chose qui se fait hyper facilement, hein, c'est vraiment quelques minutes. Et puis, après, pour ce qui se passe à l'intérieur du cluster, eh bien là, on a plusieurs options. Vous pouvez faire en sorte d'étendre le rôle d'Azure Monitor pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur du cluster, donc voir le comportement des déploiements, des pods, etc. Mais on n'ira pas forcément jusqu'à avoir la compréhension métier de chacun des éléments qui tournent dans le cluster. Et c'est là où finalement, la partie Prometheus est complémentaire. Donc, on peut avoir cette approche, de dire, approche high-level Azure Monitor, là, je suis sûr que ça tourne, et il ne me laissera jamais tomber. Et puis, quand je vais descendre vraiment dans les éléments très précis alors, que donne mon Redis, ou que donne mon service XY, et je veux avoir vraiment les métriques très précises, eh bien, là, en complément, on peut avoir un peu de Prometheus. Sachant qu'on peut installer un Prometheus également. Donc il y a en container, il y a en version managée,
Enfin, on n'a pas de manager Prometheus dans Azure, mais on pourrait imaginer l'équivalent en manager. Et puis, il y a quand même l'infrastructure de monitoring, elle peut être aussi sous la forme de VM en fait. La VM n'a pas disparu parce que Kubernetes est arrivé en fait. Donc Complètement. effectivement, on peut avoir un cluster de VM qui fait la partie ULK, on peut avoir des machines Prometheus, et puis néanmoins avoir des pods Prometheus qui vont fédérer le tout et qui vont envoyer le machin. De la même façon, on a de l'Azure Monitor avec de l'information, on fournit des exporteurs qui permettent à Prometheus de se connecter dessus. Ah oui. Donc les options sont un peu plus larges. Donc faut se poser quand même la question parce que juste lancer un cluster et puis activer une fonction monitoring et puis ok, on se dit ça marche, on l'a déployé comme tu l'as dit avec un tuto, etc. C'est bien au départ pour appréhender la technologie, mais pour vraiment faire de la prod, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Complètement. Alors maintenant, on va changer complètement de sujet et on va aborder un sujet qui nous touche tous, forcément. Est-ce que la taille compte? Est-ce que bigger is better? Donc, on s'est posé la question entre nous de dire, mais c'est quoi un gros cluster Kubernetes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Quelle est sa taille? Jusqu'où ça peut aller? On s'est posé entre nous et on nous l'a posé, c'est-à-dire qu'on a des clients, des partenaires qui se disent est-ce que je fais un gros cluster AKS ou est-ce que j'en fais des plus petits? Parce que en fait, tout le monde a vendu le fait que Kubernetes était cool, ça permettait les containers étaient cool, ça permettait de mutualiser, de densifier. Du coup, un cluster Kubernetes, on se dit on va densifier encore plus et on va vraiment utiliser tous les mécanismes de Kubernetes pour exploiter au mieux les ressources et payer vraiment, au mieux la ressource et pas avoir de gâchis. Du coup, d'où la notion de densification et de mutualisation de cluster. Mutualisation, retenez ce terme. Oui. Et là, bon, bien sûr, on nous vend à tort et à travers la notion de namespace, vous inquiétez pas, c'est géré, etc. Bon, on aura l'occasion de revenir probablement sur ce sujet-là, qui est un vrai sujet de comment on organise finalement ces workloads, comment on organise ces stages, etc. C'est un vrai sujet. Mais là pour l'instant, on va se décontracter un petit peu l'esprit après avoir été super sérieux. On va essayer de voir ce que c'est qu'un gros cluster Kubernetes. Alors, quelques chiffres, du coup. Alors qui a le plus gros cluster? Eh bien, déjà, il y a des données officielles qui sont données sur le projet Kubernetes. En l'occurrence, là, les chiffres que j'expose sont les chiffres qui sont liés à Kubernetes dans sa version 1.20. Et en l'occurrence, on nous parle de pas plus de. Alors, c'est assez marrant comme formulation, mais celui qui retient notre attention généralement, c'est le nombre de nœuds. En gros, le nombre de VM qui va constituer mon cluster. Et donc là, on voit que Kubernetes 1.20 supporte 5000 nœuds. 5000 VM. Ou serveur physique, ça peut être des serveurs physiques aussi, du bare metal. Alors, oui, complètement, bah oui, puisqu'en fait, ça dépend du mode de déploiement de Kubernetes, mais en effet, un nœud peut être un serveur physique, tout à fait. Très juste. Donc déjà, ça donne une idée de l'ampleur. Donc quand on dit oui, bon, j'ai un gros cluster Kubernetes parce que j'ai 50 VM, on dit ouais, c'est gros, mais en fait, c'est totalement à la main de Kubernetes. C'est pas indécent. Rappelons que dans Azure, avant que tu me donnes ces chiffres, tu vas le donner là, le 2005, mais Azure, c'est 1000 maximum. 10 node pool, 100 VM par node pool. 1000, c'est déjà beaucoup trop, on va le dire, pour de la caisse, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, ça commence à faire, pour plein de raisons. Mais là, 2500. Alors 2500, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 2500, c'est la taille du cluster d'une boîte qui s'appelle OpenAI, alors qui est partenaire Microsoft, et ça tourne dans Azure, donc ça donne une idée. Et ce cluster, en l'occurrence, tourne de façon custom. On n'est pas dans du AKS, c'est du Kubernetes déployé et géré à la main. En IaaS, quoi. C'est des VM qui sont... Voilà. Exactement. Et donc là, on nous donne le type de VM utilisé. Donc on voit que OpenAI, comme son nom l'indique, travaille autour de l'intelligence artificielle et donc a des workloads assez particuliers. Et du coup, utilise des machines de type NC, donc c'est du NVIDIA en mode compute. Et là, ce que je souhaitais mettre en avant là-dessus, parce qu'ils font quelques témoignages qui sont passionnants, j'ai mis le lien ici,
Mais c'est notamment, qu'est-ce que ça veut dire que de gérer son cluster soi-même? Déjà, pourquoi est-ce qu'on le fait? Quand on a besoin de choses hors normes, là on voit 2500 nœuds, c'est hors norme. Donc, comme c'est pas prévu par le service, il faut le faire soi-même. OK. Mais alors ça veut dire quoi le faire par soi-même? Ça veut dire qu'on va devoir gérer toutes les problématiques. Et notamment là, ils ont fait face à des problèmes de latence des disques. Donc, sans rentrer grandement dans les détails, mais vous voyez comment est fait un cluster Kubernetes. On a la partie worker node et puis on a les master nodes. Les master nodes ont une architecture propre avec notamment une persistance qui est assurée par une base ETC. Bon, très bien. Mais qui dit base ETC, dit persistance, dit à un moment donné stockage sur du disque. Et quand on commence à avoir un cluster important, ça veut dire que l'ensemble des nœuds vont à un moment donné communiquer avec le point central du master plan, et puis de dire, OK, je fais appel aux API, je demande des choses, je demande l'état, ou je demande un changement d'état, etc. Et donc, ça sollicite, à un moment donné, la base ETC qui est derrière. Et cette base ETC, elle a comme particularité d'avoir des exigences, comme toute base de données. Mais là où on pourrait se dire, pas de problème, avec Azure, je suis couvert, puisqu'il suffit de choisir le bon modèle de VM avec le bon système de stockage, donc des disques qui soient à peu près alignés. On regarde en termes de performance, les IOPS, est-ce que je mets des disques dans les configurations assez rapides, avec les VM qui sont capables de les couvrir, et puis globalement, c'est bon. Sauf que là, ETC est extrêmement sensible aux latences et non pas juste aux IOPS. Ce n'est pas le nombre d'opérations par seconde qui est important, mais c'est le temps que va prendre chaque opération. Et donc, quand on prend des disques attachés classiques, c'est des disques qui sont gérés par la fabrique Azure et qui ne sont pas forcément sur la machine physique et qui ont une latence qui est un peu plus importante qu'un disque qui serait, lui, sur la machine elle-même. Si plus est que c'est un disque NVMe moderne, etc., où là on a des latences extrêmement faibles. Eh bien, la solution retenue, une fois le problème identifié qu'en effet il y a un problème de latence, la solution retenue, c'est de faire tourner la base ETC sur les disques locaux de la machine, donc vraiment les disques, ceux qu'on vous dit de ne pas forcément utiliser. Eh bien, ils l'utilisent, mais pas de problème, puisqu'en fait, sur la partie master plan, il y a la base ETC tourne sur plusieurs nœuds, donc s'il y en a un qui tombe, il est récupéré par d'autres, etc. Mais tout ça pour dire que c'est quand même beaucoup de boulot et assez technique et pointu pour faire tourner son propre cluster. D'accord ? Voilà ce qu'il y a à retenir là-dessus. Son propre gros cluster. Oui, parce qu'au-delà de ça, parce que tu vas annoncer des chiffres encore plus gros après, je te connais. Hein. Ah, oui. Il faut imaginer aussi que plus un cluster est gros, plus on a un gros panier avec plein d'œufs à l'intérieur, et plus toute opération qui se passe mal peut avoir des conséquences et un blast plus important. Donc là, on a ça veut dire que les gens eux, ils ont un cluster de 1500 nodes. Eux, ils sont soumis aux mêmes règles que vous avec un cluster à 10 nœuds. C'est-à-dire que tous les 3 mois, il faut qu'ils pensent à faire les montées de version de leur cluster. Et imaginez le temps que ça prend. Donc là, ils vont peut-être pas faire des mises à jour nœud par nœud comme on le fait traditionnellement dans la caisse, où effectivement un nouveau nœud est créé avec la nouvelle version. On met un cordon sur un ancien nœud, on fait un drain du nœud. Et ensuite, quand le nœud est vide, on supprime et puis on recommence l'opération. Ce qui veut dire que on refait l'opération ici 2500 fois avec le temps que ça prend. Donc c'est très long. Donc là, quand on est effectivement sur des scaling comme ça, on va travailler pas un nœud par un nœud, mais peut-être 10 par 10 ou un peu plus. Mais dans tous les cas, ça veut dire que chaque fois, on peut toujours avoir un problème de temps déjà pour la mise à jour de l'ensemble du cluster, et que s'il y a un pépin, comment on fait? Est-ce qu'on fait un rollback, etc. Enfin, on n'est pas en train de parler de petits clusters qu'on dit j'en réinstancie un côté puis je le redéploie. Donc là, il y a un petit peu plus derrière de choses, et que 2500 nœuds, ça a un coût, donc c'est difficile de faire un test ISO à côté en se disant j'en ai un de pré-prod qui en a 2500, je vais le faire, puis si ça se passe bien, je le refais sur la prod. C'est un peu plus compliqué. Hein. Là, on se doute bien qu'effectivement, toute la partie monitoring, etc. va venir. Donc, retenez ça, c'est que plus votre cluster est gros, plus le blast derrière et l'impact qu'il peut avoir en cas de souci, parce qu'il peut toujours y avoir un souci, sera important.
Donc toujours trouver un équilibre entre est-ce que je veux un très gros cluster, où je mutualise tout à l'intérieur, et au risque de tout perdre à un moment, ou d'avoir un problème surtout, ou est-ce que j'en fais plusieurs, et dans ce cas-là, je divise mon risque en fait. Donc voilà, donc là, petit clin d'œil aux questions qu'on a de temps en temps, de dire tiens, mais finalement, est-ce que je ne gérerai pas mon Kubernetes moi-même dans Azure? Voilà, donc il faut savoir qu'on peut être confronté à un certain nombre de problèmes. Bon, allez, 2500, c'est bien, mais on ne va pas s'arrêter là. 7500, ah là, ça commence à devenir terrible. Parce que les 2500, autant dire qu'on était dans ce qui était autorisé par Kubernetes. Hein, souviens-toi, c'est 5000. Mais à 7500, eh ben, on est totalement hors norme. Eh ben, c'est la même boîte. Tu vois, je n'ai pas besoin de chercher loin. Mais voilà, je suis tombé là-dessus. En fait, c'est tout bête. Hein, le précédent témoignage datait de 2018, je pense. Et celui-ci doit dater de 2020 ou quelque chose comme ça. Donc il y a 2 ans d'écart entre les deux. Donc en 2 ans, ils sont passés de 2500 nœuds à 7500. Donc autant dire que leur activité se déploie à vitesse grand V. Et au même titre que la taille de leur cluster augmente et le nombre de workloads, etc., augmente, eh bien les problèmes varient aussi gentiment. On découvre des nouveaux problèmes. Exactement, voilà, nouvelle taille, nouveau problème. Donc, autant dire que la notion de courbe d'expérience, hein, c'est la fameuse courbe où voilà, vous rencontrez un problème, vous le réglez, puis vous en avez d'autres, et ainsi de suite. Et heureusement que vous l'avez fait petit à petit et régulièrement et que vous avez traité chacun des problèmes. Parce que sinon, si on se lance tout de suite dans le grand bain, bah, on se paye tous les problèmes d'un coup. Et là, c'est une autre paire de manches à gérer. Mais petit détail parmi la liste des témoignages, donc je vous invite encore une fois à lire le document, c'est hyper intéressant. Mais là, on va reboucler sur notre sujet de Prometheus. Donc Prometheus, sur des clusters importants, étant donné son mode de fonctionnement, eh bien, devient lui-même un problème. Alors là, quand on commence à plus pouvoir monitorer un cluster de cette taille-là, là, je pense qu'on ne doit pas dormir tranquille. Hein. Là encore, on est dans des limites. Là, enfin, je veux dire, c'est des cas extrêmes ici parce que, je veux dire, des clusters de cette taille-là, bon, il y en a peu hein, déjà dans le monde. Et puis du coup, ben, on se doute bien que toutes les solutions qu'on va utiliser sur ces clusters, ben, elles n'ont jamais été testées à cette échelle. Donc, je veux dire, enfin, toujours pareil. Hein, c'est comme tout. En fait, souvent, on dit ouais, l'éditeur ou la communauté a bien testé le truc, c'est bien, machin. C'est bien jusqu'à une certaine limite. Et après, bah, c'est terra incognita, quoi. Je veux dire, on l'a jamais vu, on ne sait pas si ça peut aller plus loin. Ouais. Effectivement. Complètement. Alors là, donc, là, j'ai vraiment pris cet exemple-là parce que ça fait un petit clin d'œil à 2 sujets qu'on a vus dans cette émission, à savoir Prometheus. Donc là, j'ai relevé la mention. Hein. Prometheus crache moins souvent. Donc ça sous-entend que Prometheus crache de toute façon. Quoi que ce soit qu'on fasse, à un moment donné, il posait des problèmes. Donc c'est assez marrant. Dans cette config-là, attention, on ne va pas dire... Non. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais enfin, c'est assez marrant de dire, voilà, ils ont dépensé pas mal d'énergie pour essayer de limiter le nombre de fois où il allait cracher. Mais donc, on parle de Prometheus, mais on parle aussi d'API server et de throttling. Et de dire, mais attention, quand on va commencer à faire du monitoring, et notamment avec Prometheus, pour avoir l'état de mon cluster et de savoir s'il va bien, etc., bah, il faut que je demande quels sont les nœuds de mon cluster, donc c'est des appels d'API, liste-moi les pods qui sont déployés sur chacun des nodes, et ensuite, donne-moi les infos sur les pods. Bah, à chaque fois, c'est les appels d'API. Bah, quand vous avez 7500 nœuds avec 7500 Prometheus déployés dessus, qui vont demander sans cesse ce qui se passe sur le master, et ben forcément, il faut un master qui scale et qui soit capable d'ingurgiter tout ça. D'accord ? Donc voilà, les problématiques se cumulent. L'histoire ne dit pas si j'utilisais un seul service principal ou pas, Stan. Ouais, là, en l'occurrence, probablement pas, mais parce que c'est du IaaS pur, mais non managé, mais ouais. Voilà. Donc assez marrant. Donc voilà, vraiment hors norme. Mais bon, allez, on peut faire mieux que ça. 10 000. Bon, allez, là, j'ai un petit peu tordu le cou à ce chiffre-là parce que vous allez voir. 10 000, en fait, c'est le fait que Alibaba manage 10 000 clusters Kubernetes. Donc, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est un petit peu
comme ce qui se passe dans Azure, de dire, voilà, comment je fais pour gérer un grand nombre de ressources pour les clients. Notez que le choix qui a été fait ici, c'est de créer un cluster Kubernetes pour gérer l'infrastructure qui elle-même gérera l'ensemble des clusters. Donc c'est assez marrant de voir finalement cette espèce de hiérarchisation d'infrastructures. Et forcément, dans l'analyse, on retrouve les problématiques assez classiques de dire, eh bien, comment je fais pour gérer les petits clusters et les gros clusters, parce qu'ils ne gèrent pas de la même façon. Stan l'a dit, forcément, les temps de mise à jour et même les méthodologies pour les mises à jour ne sont pas les mêmes. Puis ça dépend aussi des workloads, de dire, est-ce que je suis en stateless, où là, je peux dire, allez, je dégage tout et je recrée, ou alors, si je change stateful, attention, c'est plus délicat. Donc, sur ce point-là, d'ailleurs, stateful, stateless, là encore, c'est comme un œuf, avec le blanc et le jaune. Si vous mettez dans un cluster du stateless et du stateful, à la fin, ça veut dire que votre cluster, il est stateful. Hein, Oui. on est d'accord, hein, je veux dire, le stateful l'emporte sur le stateless. Donc après, il faut se poser la question, est-ce que ça peut être pas intéressant, et pour moi, je pense que ça l'est, de se dire, ok, de bien identifier ces workloads, de voir ceux qui sont stateful, ceux qui sont stateless. Les stateless, effectivement, on peut les traiter de manière beaucoup plus simple, parce que si on redéploie par du code, il n'y a pas de données à l'intérieur, et donc on peut considérer les clusters comme jetables. Stateful, effectivement, il faut tenir compte qu'il y a de la donnée à l'intérieur, et donc on y fait attention, on n'est pas sur du mode cattle, du mode bétail, on est plus sur des animaux de compagnie qu'on surveille parce qu'on a de la donnée à l'intérieur. Donc on a du backup, donc des procédures, etc. Donc là encore, ça peut avoir le coup de se dire, ok, je vais faire un cluster un peu gros, mais peut-être que je vais faire un gros avec que du stateless et un gros avec que du stateful. Donc voilà, donc assez intéressant de voir comment ils s'y prennent. Et le témoignage est assez intéressant parce qu'en faisant quelques recherches, donc on s'aperçoit de l'investissement qu'ils font dans AKS, donc ils sont particulièrement impliqués. En Kubernetes, je veux dire. Pardon, dans Kubernetes. Alibaba, dans Kubernetes, oui. Voilà. Mais donc on les voit dans plein de projets, on les voit partager et s'impliquer dans la communauté, et notamment là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que un de leurs architectes est parti chez Apple, et Apple se met aussi à faire du Kubernetes en mode hors norme. Parce qu'ils ont comme objectif de mettre l'ensemble de leurs infrastructures cloud sur Kubernetes. Si j'ai bien compris, leur objectif, c'est fin d'année. Donc ça va se faire assez rapidement. En fait, ça vient aussi du fait, alors là encore, je ne connais pas les secrets d'Apple, personne ne les connaît, parce que c'est les secrets d'Apple, mais Apple utilise des microservices comme tout le monde. Mais par exemple, sur la partie Siri, c'était connu, en tout cas, c'était public, qu'ils utilisaient du Mesos pour faire l'orchestration, effectivement, de tous les conteneurs et les workloads qui tournaient derrière Siri. Là encore, Mesos, on sait qu'aujourd'hui, il est dans une pente très, très descendante, hein, parce que dans la guerre des orchestrateurs, il y en a un qui a gagné, c'est Kubernetes, et pas les autres. Et donc, du coup, là encore, hein, pour conserver l'évolution et la communauté et tout l'écosystème derrière, c'est logique pour eux également de switcher de cet orchestrateur vers un autre dans le futur, quoi. Voilà. Ah, là, on est à 20 milieux sous les mers. 20 000. Bon, c'est le plus gros que j'ai pu trouver. JD.com. Donc là aussi, pareil, beaucoup de partages sur leur cas. C'était là pour donner un peu de perspective, on va dire, à ce sujet, parce que en fait, c'est vrai que quand on lit des choses, quand on se documente, quand on regarde qui a la plus grande, c'est en l'occurrence souvent des regards tournés vers les États-Unis. Or, on oublie un peu la Chine. Et là, en l'occurrence, JD.com, c'est la 3e plus grosse boîte de l'Internet, si on peut dire. Donc, énorme site de commerce en ligne. Et pour donner un ordre d'idée, c'est un site qui réussit à faire, je dirais à peu près 30% de plus que le Thanksgiving américain qu'on nous vante à tort et à travers. Mais eux, ils le font en un jour, là où Thanksgiving, ça s'étale sur un week-end, voire quasi une semaine. Le single day, c'est le 11 novembre, hein, le 11, le 1-1-1-1-1, c'est d'où le nom single day, en fait.
Ouais. Donc, en fait, ils font en une journée plus de 30 milliards de dollars de chiffre. Autant dire que l'infrastructure doit tenir le coup, puisqu'il y a un petit peu d'argent en jeu. Et puis, la notion d'élasticité prend tout son sens, parce que le jour d'avant, il y a nettement moins de visites, et le jour J, c'est absolument dingue. Donc là, on retrouve un petit peu toutes les caractéristiques typiques du cloud. C'est hyper intéressant de voir leurs témoignages. Là aussi, il y a beaucoup de travaux qui émanent de JD. Donc, c'est pas juste le site de e-commerce de base. Ils investissent beaucoup dans les communautés. Ils rendent des choses. Ils font des investissements assez lourds et ils influent sur un certain nombre de projets. Par exemple, ils sont connus pour leurs travaux sur MySQL. MySQL est vraiment un moteur hyper répandu. Il y a plein de gens qui ont travaillé dessus, Facebook notamment, pour le rendre plus résilient, plus scalable, etc. Là, en l'occurrence, c'est comment je fais pour faire en sorte qu'il se comporte le mieux possible dans un environnement Kubernetes. Et du coup, je pense qu'on va voir arriver petit à petit, dans les mois et années qui suivent, des adaptations des projets qui vont prendre en compte spécifiquement la problématique de containerisation. Et ça va nous faciliter la vie, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à essayer de faire rentrer des choses au chausse-pied, des choses qui existaient bien avant l'avènement de Kubernetes, et on veut les faire rentrer avec bon an, mal an, quelques bonnes pratiques encapsulées dans des charts. Mais en fait, au cœur, le projet, il n'était pas forcément exactement conçu pour ça. Donc on y arrive, et c'est notamment sous l'impulsion de gens comme ça. Donc là, cluster hors norme, bien sûr, entièrement custom. Ils font sauter toutes les barrières du projet Kubernetes parce qu'ils ont une telle maîtrise du projet Kubernetes qu'ils peuvent le customiser. Hein, on rappelle que Kubernetes est conçu sur un modèle qui est complètement extensible, donc rien ne vous empêche d'étendre ses fonctionnalités, d'ajuster son fonctionnement. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, donc ça c'est, hormis le côté, en effet, là on s'est amusé à voir un petit peu ce qui se faisait de plus exubérant sur la planète, mais pour de vraies raisons, c'est-à-dire c'est pas juste, je dirais, de l'expérimentation, c'est des vrais usages, des clusters en production. Mais ça l'idée là, c'était de nous rassurer, de dire, vous voyez, tous ces gens vont tirer Kubernetes vers le haut, nous font la démonstration qu'en effet, c'est un environnement de choix pour faire tourner, je dirais, des workloads très variés. On a vu de l'AI, là on voit du site de e-commerce, donc c'est hyper varié. Donc c'est hyper rassurant pour la communauté, et nous étant particulièrement intéressés au sujet, on est rassuré de voir que toute cette énergie autour de Kubernetes va nous aider à le tirer vers le haut. Voilà. Mais on doit en retenir que majoritairement, dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire de faire des gros clusters, notamment dans Non. Azure, on va pas d'AKS, que à moins d'avoir des raisons bien particulières de le faire, il vaut mieux avoir plusieurs petits clusters à gérer que d'en gérer un seul. Là encore, c'est toujours une question de diviser le risque et de faciliter l'agilité. Si on a un seul gros cluster, et là encore, ça marche dans leur cas parce qu'ils ont monté ça dans le temps et qu'ils ont évolué, qu'ils ont trouvé la maturité qui permettait de le gérer. Mais on peut bien imaginer que sur un gros cluster, on va avoir plusieurs workloads qui vont se mixer. Il ne faut pas que ça devienne, le fait d'avoir un gros cluster où on a tout mis dedans, devienne le frein à l'agilité. Si à un moment, il y a des équipes qui veulent utiliser des API ou une version Kubernetes particulière et qu'on ne peut pas le faire parce qu'on leur dit, ben non, il faut attendre qu'on fasse la mise à jour, et eux ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas encore mis à jour leur manifeste, à ce moment-là, tout le monde va se bloquer, on perd en fait le bénéfice d'avoir de l'agilité avec du Kubernetes ou avec du cloud. Donc là encore, dans le choix de découpage, il vaut mieux partir sur plusieurs petits clusters bien séparés et avec des risques et identifiés, que de vouloir tout mettre au départ dans le même cluster pour des raisons simplement d'économie. N'oubliez pas que les clusters d'AKS ont des fonctionnalités d'auto-scaling. Donc là encore, on sait tailler la taille du cluster, l'infrastructure c'est tailler la taille du cluster en fonction de l'offre et la demande à l'intérieur. Et du coup, vous aurez le même effet, mais avec des clusters séparés. Voilà. Ouais. Eh bien, voilà, ça a été encore beaucoup un numéro bien riche. touffu, hein. Riche. Mais du coup, pour le troubleshooting, on voudrait vous indiquer ce lien qui est vraiment intéressant, parce que là, d'un coup, ça reprend pas mal de cas
là encore, qui ont été remontés au support. Et finalement, on a écrit des guidelines là-dessus pour gagner du temps, pour pas forcément tout de suite appeler le support, mais regarder les premières pistes en troubleshooting. DocMS, docmicrosoft.com, /Azure/AKS troubleshooting. Il y a plein d'informations dessus. Et n'oubliez pas, hein, si tout marche bien chez vous et que vous êtes content et que vous vous ennuyez sur votre Kubernetes, vous pouvez vous créer encore plus de boulot et d'autres problèmes en rajoutant des couches supplémentaires en termes de service mesh, d'hybridation, etc. Enfin, vous avez compris, hein, le principe c'est que on augmente le périmètre fonctionnel et les options, mais que derrière, effectivement, ça peut générer effectivement un travail supplémentaire, voire du debugging supplémentaire. Imaginez un debugging où vous avez l'infra à gérer, Kubernetes et du service mesh. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les couches inférieures, ça risque d'être compliqué pour la suite. Donc là encore, faites une approche progressive et puis réutilisez un petit peu ce qu'on a pu vous dire. Je pense qu'il est l'heure de nous quitter, Alex. Ah oui, là, c'était un gros numéro. Ouais. Donc, prochain épisode d'ici 3 à 4 semaines. On va voir si on attend de voir du changelog qui tombe ou si on attend post-build. Donc, build a lieu, si je ne dis pas de bêtises, Microsoft Build, la conférence pour les développeurs Microsoft, a lieu, je crois, du 27 au 29, quelque chose, mai prochain. Donc, on va voir si l'équipe produit AKS retient entre guillemets de l'information et la relâche pour cet événement ou s'ils vont le faire en fonction effectivement de cette actualité. On reviendra pour un épisode, mais ce sera probablement fin mai qu'on aura le prochain épisode. Alors actuellement on est mi-avril. Et puis en plus en mai on a des vacances, donc il y a des chances que ce soit probablement pour fin mai le prochain épisode avec là encore beaucoup d'actualités et un nouveau dossier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez vous voir les épisodes anciens si vous ne les avez pas vus. Il y a des dossiers qui pour le coup sont quasiment toujours d'actualité. Et puis il doit y avoir quelque part par là, je sais jamais, par là ou par là, des liens pour s'abonner, voir la playlist ou s'abonner à la chaîne. On vous remercie encore de votre attention. Passez une bonne fin de journée. Merci à tous. Salut Alex.